de cet accueil et puis merci au public. C'est vraiment un beau colloque, un colloque qui fonctionne bien, qui est très convivial dans cette belle université catholique de Lille. Donc vraiment, merci à vous. Voilà. Donc ce matin, je vais essayer de tracer avec vous un certain nombre de perspectives et de pistes concernant en fait la notion de spiritualité, de sacré et de mysticisme dans la science-fiction française. Pourquoi est-ce que je parle, voyez, de spiritualité sacrée et mysticisme et non pas religion? Eh bien, parce que le cas de la France, notamment le corpus, on va dire, français, alors, grosso modo, je vais aller, si vous voulez, je vais passer évidemment par les auteurs parce que c'est plus facile, hein. C'est quasiment un sujet de thèse là que, que je vais proposer ce matin. Donc peut-être que ça donnera d'ailleurs des idées aux doctorants ou à mes éminents collègues pour leur donner des idées de sujets. Mais dans tous les cas, si vous voulez, on va essayer de partir en fait de la fin du 19e pour aller jusqu'à la fin en fait donc du 20e siècle, même si les écrits par exemple de Pierre Bordage eh bien, se poursuivent encore bien évidemment aujourd'hui. Voilà. Alors, sur plus d'un siècle, le temps de l'existence du genre de la science-fiction, une pluralité en fait de formes, de spiritualité et de représentation de la transcendance, c'est ça qui est le plus important, sans parler de religion et de dogme, émerge dans l'ensemble du corpus donc des écrivains français. Cette pluralité de formes spirituelles ou de représentation en fait de la transcendance peut paraître marginale chez des auteurs français fortement marqués par le cartésianisme, le rapport à la raison telle qu'elle fut instaurée au XVIIIe siècle par son culte, notamment par Robespierre, ou par le positivisme d'Auguste Comte. Donc ça, c'est un premier point qui est très important, parce que si vous voulez, la raison, la science, c'est un discours qui a une importance vraiment absolument capitale chez les auteurs français. Et donc, s'interroger sur en fait ces formes de spiritualité qui émergent de leur représentation, voire de leur personnalité, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait singulier dans la production de la science-fiction française. Plus si on avait évoqué le gros débat qu'il y avait eu entre Serge Lehmann, que vous avez vu évidemment hier, et puis Roland Wagner, mais c'était exactement, si vous voulez, le fond de ce débat, c'est-à-dire cette opposition, cette ligne de faille entre des auteurs qui sont des auteurs laïques, attachés à l'athéisme, et puis des auteurs eh bien, qui voient avoir chez eux cette envie de nouvelle spiritualité ou de renouvellement de la spiritualité. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment un premier point qui est très important. Voilà. Donc, je vais essayer de vous proposer dans cette conférence plénière quelques perspectives donc, liées à la spécificité de l'œuvre de chaque auteur proposé. Et donc, ce voyage en fait dans la spiritualité de la science-fiction française pose vraiment quelques bases qui mériteraient d'être largement développées ou, donc, j'ai déjà dit, de devenir un sujet de thèse. Voilà. Donc, je vous propose un exposé en fait en 4 points. Je vais partir en fait de Camille. Alors, ça ne va pas forcément suivre toujours une chronologie très exacte, mais je vais partir de Camille Flammarion parce que Camille Flammarion, ce qui m'intéresse en lui, eh bien, c'est cette coexistence en fait entre le scientifique donc qu'il était, puisqu'il a quand même posé les bases de l'astronomie donc en France, et en même temps cette attirance très très forte qu'il avait donc vers le spiritisme. Et évidemment, je vais vous parler un petit peu quand même de spiritisme pour que vous donniez quelques éléments de définition. Un deuxième point consacré à l'avènement de la pensée messianique, et là je vais revenir enfin, pas revenir, c'est à peu près la même époque, à partir par exemple de Zola, et quelques exemples de post-apocalyptiques en France, eh bien, pour montrer qu'on a un lien très fort. C'était ma remarque d'ailleurs hier sur les genres de la science-fiction. Il y a un lien très très fort effectivement entre l'utopie qui va petit à petit intégrer en fait le genre de la science-fiction et notamment évidemment dans le post-apocalyptique. Un troisième point sur le renouvellement du spirituel en fait dans le dernier tiers du XXe siècle. Là, je me focaliserai sur Pierre Bordage et Maurice G. Dantec. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui le connaissent, mais c'était un personnage donc très haut en couleur. Maurice Dantec, c'était quelqu'un qui avait des convictions religieuses extrêmement fortes, parfois d'ailleurs très polémiques aussi, hein, notamment vis-à-vis de l'islam. Voilà, donc c'est un personnage qui est intéressant vraiment à étudier, vous allez voir comment. Et enfin,
je termine pour boucler la boucle par une esthétique donc métaphysique comme expérience du sacré. Et là, je vais citer donc le livre des ombres de Serge Lehmann, parce que si Serge vous a fait un magnifique témoignage et en fait une très belle synthèse sur sa pensée, pour moi c'était intéressant en tant que littéraire de revenir en fait sur son œuvre capitale qui s'appelle Le Livre des Ombres, qui est apparu en 2005, qui en fait est un recueil de quasiment de l'ensemble de ses nouvelles. Et en fait, vous pouvez retrouver la synthèse de ces idées à travers le récit littéraire et là, on va dire l'esthétique en fait de ce recueil. Voilà, donc on va repartir sur Serge et ça permettra bien sûr de compléter tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a pu dire hier. Voilà. Donc premier point sur en fait Camille Flammarion. Alors pourquoi je commence par Camille Flammarion? Je pense que tu peux avancer, Franck. Oui, on a un problème de souris ce matin. Pourquoi je commence par Camille Flammarion? Eh bien, parce que Camille Flammarion, c'est un auteur donc, qui écrit dans le dernier tiers du 19e siècle et des productions que l'on peut effectivement assimiler notamment à de la science-fiction, eh bien, ça va être La fin du monde en 1895. Et dans La fin du monde, eh bien, c'est une sorte de synthèse en fait post-apocalyptique où Flammarion envisage à peu près toutes les formes possibles et imaginables donc de la fin de l'humanité et de la fin de notre planète par le manque d'eau, le froid, la sécheresse, etc. Voilà. Et donc, Flammarion, si vous voulez, ce qui est quand même très intéressant, c'est d'analyser, de voir quel personnage il était à travers, donc, bien sûr, ses écrits. Et donc, je vais pas mal le citer parce que je crois que c'est ça qui, pour vous, sera sans doute le plus intéressant. Et donc, dans ses mémoires biographiques et philosophiques, parus en 1912, Camille Flammarion affirme: j'ai eu l'heureuse fortune de voir naître l'analyse spectrale des corps célestes, la photographie du Soleil, des planètes, des comètes, des étoiles, des nébuleuses et toutes les méthodes qui, depuis un demi-siècle, ont substitué la vivante astronomie physique à l'ancienne et léthargique astronomie mathématique. Bon, ça, c'est pour les maths, c'était pour compléter le débat que nous avons eu ce matin au petit déjeuner. Son premier ouvrage de vulgarisation, La pluralité des mondes habités, est un ouvrage sur la présence de la vie sur les planètes du système solaire. Si l'on observe ainsi les planètes, c'est pour certes chercher à mieux les connaître, mais sommes-nous donc si sûrs d'être seuls dans le vaste univers? Et donc, au mois de novembre 1861, Flammarion, en fait, en se promenant donc dans les galeries de l'Odéon, remarque un ouvrage dont le titre le frappe, Le Livre des Esprits par Allan Kardec. Il l'achète, il le lit avec avidité et il dit: plusieurs chapitres me paraissent s'accorder avec les bases scientifiques du livre que j'écrivais alors, La pluralité des mondes habités. Et il adhère à la Société parisienne des études spirites le 15 novembre 1861. Alors, en 1883, Flammarion donc, établit à Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, à 20 km de Paris, eh bien, son observatoire astronomique. Et en fait, ce qu'il souhaite faire, c'est un condensé de sciences, un laboratoire, un pôle d'expérimentation complet qui ne se limite pas à l'astronomie. Il s'intéresse à l'étude de la variation des conditions atmosphériques de la Terre, de l'influence du Soleil sur notre planète. Et il va même jusqu'à faire plusieurs voyages en ballon. Mais ce n'est pas tout. Car en fait, l'astronome organise également dans son observatoire des séances de spiritisme. Alors, il est notamment intéressé, si tu peux passer, voilà, il est notamment intéressé par ce qu'ils appellent à l'époque les médiums à effet physique, et il rencontre en 1897 Eusabia Palladino, donc une célèbre médium italienne, et assiste à diverses manifestations. Il est absolument passionné de photographie parce que son père était notamment employé au studio Tournachon-Nadar et Flammarion va tenter de photographier des tables en lévitation. Voilà, et c'était, si vous voulez, c'était un genre photographique très à la mode à l'époque. Donc ça, bon, c'est juste pour vous montrer donc ces expériences donc de lévitation. Et on essayait vraiment à travers les clichés photographiques de faire apparaître, alors soit de montrer les phénomènes surnaturels donc liés au spiritisme, soit eh bien d'invoquer les esprits. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, chez Camille Flammarion, eh bien, c'est de voir cette alliance entre un très grand scientifique, donc fondateur de l'astronomie en France, fondateur donc de l'Observatoire de Paris, et en même temps
ça ne le gêne absolument pas, si vous voulez, de faire coexister dans une sorte de pensée ambivalente. Orwell pourrait parler de double pensée, eh bien, de faire coexister avec donc ce mouvement donc du spiritisme. Alors, qu'est-ce que c'est le spiritisme à l'époque? Notamment selon Alain Kardec, son fondateur, on peut définir le spiritisme comme une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Le spiritisme est donc à la fois une science d'observation, et ça c'est très important pour eux, et une doctrine philosophique. Comme science pratique, il consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits. Comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui en découlent. Son but est de renouveler notre conception de la communion avec Dieu, et ces fondements ont donc été décrits par Alain Kardec dans le Livre des Esprits et confirmés par plusieurs personnalités de l'époque, donc comme évidemment Camille Flammarion, mais également donc Victor Hugo. Les enseignements du spiritisme touchent à tous les domaines de la vie et ses fondements principaux sont les suivants. La croyance en Dieu en tant que force créatrice, intelligente, unique, éternelle, infiniment juste et bonne, bon jusque-là il n'y a pas tellement de nouveautés, l'existence d'un monde visible, matériel et corporel à côté d'un monde invisible composé des esprits, l'esprit, avec une majuscule, en tant que principe intelligent de l'univers et immortel, est en constante évolution vers Dieu. Alors, vous voyez, il y a une sorte de dualité entre finalement une entité divine qui ne... il n'y a pas de dogme, si vous voulez, dans le spiritisme. Hein, on se rapproche quasiment du déisme. Mais on est donc sur cette dualité entre Dieu et entre un esprit qui recouperait en fait tous les esprits des humains dans une autre dimension. Les esprits ont été créés par Dieu pour évoluer et se réaliser individuellement par leurs efforts. Ils ne sont ni bons ni mauvais, mais ils se situent à différents stades d'évolution et se dirigent inexorablement vers la perfection. Cette évolution individuelle est acquise à travers des réincarnations successives par différentes vies partout dans l'univers. Voilà. Il y a aussi, si vous voulez, ce qu'on appelle le phénomène de la métempsychose, c'est-à-dire cette espèce de réincarnation donc dans différents esprits. Ce n'est pas tout à fait la réincarnation comme par exemple dans l'hindouisme, hein, où on peut se réincarner par exemple dans d'autres éléments vivants. On passe vraiment d'un esprit à un autre. Voilà. Et donc, Flammarion, après la mort d'Alain Kardec, va réitérer avec force ce qu'il estime être cette vérité, où il va, après 38 ans de pratique du spiritisme, nous dire ceci. Car, messieurs, le spiritisme n'est pas une religion, mais une science. Science dont nous connaissons à peine l'ABC. Le temps des dogmes est fini, la nature embrasse l'univers et Dieu lui-même, qu'on a fait jadis à l'image de l'homme, ne peut être considéré par la métaphysique moderne que comme esprit dans la nature. Le surnaturel n'existe pas. Les manifestations obtenues par l'intermédiaire des médiums, comme celles du magnétisme et du somnambulisme, sont de l'ordre naturel et doivent être sévèrement soumises au contrôle de l'expérience. Il n'y a plus de miracle. Nous assistons à l'aurore d'une science inconnue. Voyez, donc ça veut dire que chez Flammarion, on a donc cette dualité, cette ambivalence entre science et monde des esprits, et ce monde des esprits, comme c'est souvent un petit peu, si vous voulez, le cas dans cette fin du 19e siècle, où on pense naïvement que la science peut absolument tout expliquer, et donc la science va en quelque sorte recouvrir le surnaturel, recouvrir donc cette nouvelle spiritualité pour pouvoir donc mieux l'étudier. Évidemment, ça ne fonctionnera absolument pas, comme vous vous en doutez, mais je voulais vous donner ce premier exemple pour vous montrer que tout on va dire, le monde intellectuel de cette deuxième partie du 19e, jusque donc dans les années, on va dire 1910. Après, c'est un phénomène qui va plus ou moins disparaître parce que être vraiment assimilé, si vous voulez, à de l'ésotérisme. Et donc, si vous voulez, pendant à peu près une quarantaine d'années, on va avoir ce phénomène du spiritisme, donc qui va être considéré véritablement comme une science et donc considéré donc comme tel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon premier point, et c'est la dualité, une dualité qui est très singulièrement française. Voilà. Alors, deuxième point, donc consacré à l'avènement en fait d'une pensée messianique.
Alors, ça, c'est un autre point, tout à fait différent, évidemment, du premier, parce que je me suis rendu compte, alors notamment en travaillant, hein, j'ai travaillé sur un corpus d'environ 300 romans, qui allait donc de la seconde moitié du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle. J'ai quand même trouvé qu'il y avait, si vous voulez, des lignes de force. Et notamment, là aussi, même si nous sommes dans, je dirais, une production de la littérature française qui est quand même sous-tendue par vraiment la raison et la science, hein, y compris par exemple pour Émile Zola, puisque je rappelle qu'Émile Zola a quand même écrit le roman expérimental où il va utiliser les principes de la méthode scientifique à la littérature. Bon, ça fonctionnera très moyennement, mais en tout cas, l'idée était là. Et donc, entre Zola, par exemple, Barjavel et Robert Merle, vous allez voir, dans 3 romans, il y a ce que j'ai appelé la tentation messianique. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de vouloir faire, alors vous allez voir dans des contextes très différents, mais l'idée de vouloir faire en fait des héros de leur récit, véritablement des messies. Et on va le voir en étudiant, et je citerai un tout petit peu les textes, bien sûr, mais on voit, si vous voulez, que même si, encore une fois, ces romanciers donc, sont complètement, bien sûr, structurés par la science à la française, et la raison donc, que nous retrouvons chez ces écrivains français, eh bien, il y a également donc, cette dualité à l'œuvre dans le choix des personnages, dans le choix de l'onomastique et dans la situation en fait, dans laquelle ils vont placer leurs personnages. Voilà. Alors, en fait, le premier messie, en quelque sorte, que j'ai trouvé dans la littérature, eh bien, c'est le personnage de Luc Froment, que j'ai appelé le messie social des 4 évangiles d'Émile Zola. Alors, Émile Zola, en fait, a écrit un dernier cycle romanesque qui s'appelle Les 4 évangiles, de 1898 à sa mort, donc en 1902. Je pense que voilà, vous avez. Alors, je vous ai mis, en fait, j'ai choisi cette image tout simplement parce que c'est l'ouvrage sur lequel j'ai travaillé. Il n'y a pas de réédition, si vous voulez, à part, je pense, une réédition numérique, mais il n'y a pas de réédition donc de ces romans. Et quand vous les trouvez, quand vous les lisez, bah, c'est vraiment l'édition donc du début du siècle. Et donc, c'est très difficile de travailler dessus parce que les feuilles, évidemment, se déchirent un petit peu. Bon, c'était un petit clin d'œil. Voilà. Et donc, ce dernier cycle romanesque est inachevé puisque seuls les 3 premiers romans de la série, Fécondité, Travail et Vérité, ont été publiés. Le dernier projet du romancier, Justice, n'a été qu'ébauché. Alors cette série, elle fait immédiatement suite au cycle des 3 villes et en découle. Il y a eu un autre cycle entre les Rougon-Macquart et donc les Évangiles. Et les 4 romans sont bâtis autour de chacun des fils de Pierre et Marie Froment. Alors Pierre et Marie, déjà, vous voyez le choix quand même le choix des prénoms a une signification, qui sont les héros de Lourdes, Rome et Paris, donc dans le cycle des 3 villes. Et Zola nous dit, les 4 évangiles, c'est la conclusion naturelle de toute mon œuvre, après la longue constatation de la réalité, une prolongation dans demain et d'une façon logique, mon amour de la force et de la santé, de la fécondité et du travail, mon besoin latent de justice, éclatant enfin. Tout cela est fondé sur la science, le rêve que la science autorise. Vous voyez? Donc Zola, il est toujours sous l'égide de la science. Et ça, c'est quand même une constance chez les écrivains français. Et donc, Zola va mettre en scène dans Travail, je dirais, dans ce roman, diverses formes de pouvoir via des personnages ou des groupes de personnages qui vont s'opposer dans la mise en scène romanesque. Alors, son héros, qui s'appelle donc Luc Froment, eh bien, c'est un héros que Zola veut messianique. Il incarne en fait l'homme d'action, le politique, qui intervient directement dans la société pour la changer. En face de lui, sur le plan politique, se dresse un autre personnage qui s'appelle Delaveau. Et il y a, si vous voulez, dans ce roman, en fait, 2 lieux qui s'opposent, 2 espaces qui s'opposent. Vous avez une sorte d'usine infernale qui s'appelle l'Abîme. Et c'est évidemment la représentation, si vous voulez, du capitalisme infernal qu'on va retrouver également. C'est une image qu'on va retrouver chez Jules Verne dans Les 500 millions de la Bégome. On va avoir l'opposition entre Franceville, qui est une ville utopique, et donc l'usine du docteur Schulz, qui est une usine infernale qui produit de l'acier. Voilà, et ça, on va le retrouver exactement donc chez Zola.
Et donc, on a deux personnages qui sont symboliques de deux sociétés qui s'opposent idéologiquement, essentiellement donc pour survivre face à une alternance sociale que Zola présente comme inéluctable. Voilà. Donc, en fait, l'usine s'appelle l'abîme. Vous voyez, on a l'image infernale en tête, métaphorisée en un monstre absolument terrifiant. Et en face de lui, vous avez la crècherie, qui est une sorte d'usine utopique dans la troisième donc, partie du roman qui s'oppose à cette vision donc infernale de l'abîme. Et donc, si vous voulez, ce héros messianique, eh bien, il va se retrouver dans une situation fonctionnelle et harmonieuse, fondée sur la solidarité et la coopération. Voilà. Et c'est, si vous voulez, Luc, nous dit Zola, c'est le fondateur et le créateur, le père de tout ce peuple en joie, de tous ces convives à toutes ces tables où l'on fêtait avec le travail les fécondités de l'été. Ces gens étaient son peuple, ses amis, ses parents, sa famille sans cesse élargie, de plus en plus fraternelle donc, et prospère. Voilà. Et donc, ce personnage de Luc Froment règne sur cette très belle usine utopique qui s'appelle la crècherie, tel un père de famille, et ses sujets ont par rapport à lui un statut d'enfant mineur. Et en fait, Luc Froment possède, si vous voulez, non seulement un pouvoir charismatique, donc assimilé à un individu, mais également une sorte de pouvoir christique, puisqu'à un moment donné, Zola le met en scène, par exemple, dans une scène de lapidation. Il est blessé, le sang coule et il va donc subir une sorte de résurrection dans les bras donc, de sa compagne. Vous voyez, donc on a tout un ensemble de scènes qui font que ce personnage, qui est un messie social, est présenté effectivement comme un personnage christique. Deuxième type de personnage, alors que je vais mettre un petit peu ensemble, eh bien, ce sont les personnages de François Deschamps et Emmanuel Comte, les messies donc, du post-apocalyptique. Donc, deuxième petite sous-partie de ma deuxième partie. Et là, j'ai choisi deux romans qui sont quand même emblématiques, si vous voulez, de la science-fiction française. C'est le roman donc, de Ravage, de René Barjavel, et Maléville, donc de Robert Merle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez donc, ces deux romans, évidemment publiés à 30 ans d'écart, puisque l'un a été publié en 1943 et l'autre sera publié, Maléville. Oui, voilà, tu peux revenir. Oui, c'est bien. Voilà, tu peux laisser comme ça. Maléville sera publié en 1972, avec deux contextes très différents, mais qui permet en fait de les rapprocher, puisque Ravage, c'est la vision en fait des villes bombardées pendant la Seconde Guerre mondiale qui va donner à René Barjavel donc l'envie d'écrire donc ce roman. Et évidemment, 1972, nous sommes en pleine guerre froide, et donc Robert Merle va mettre en scène l'explosion donc d'une bombe thermonucléaire sur la France et en plein cœur du Périgord. Voilà. Pour la petite histoire et pour ceux qui connaissent la Dordogne, le château qui a servi de modèle, c'est le château de Maléjac, donc dans le Périgord. Voilà, qu'on peut d'ailleurs visiter. Voilà. Alors dans ce roman, je vais commencer par Maléville en fait. Et dans ce roman donc Maléville, c'est le récit d'un groupe d'hommes et de femmes qui tentent de survivre après l'explosion donc d'une bombe thermonucléaire en pleine région donc du Périgord. Donc les gens en fait survivent tout simplement parce que le personnage principal Emmanuel les avait conviés à goûter donc le vin nouveau dans sa cave. À ce moment-là, évidemment, tout explose, le monde est complètement détruit. Sauf eux qui réussissent en fait à survivre dans cette cave ils ont été protégés des radiations évidemment et de l'intense chaleur. Et donc ce héros en fait, Emmanuel, va devenir un petit peu à son corps défendant le chef politique d'une société régie par une sorte de communisme agraire primitif. Et ce principe en fait reprend un des traits du communisme utopien qui tend à écarter l'image donc du père en la remplaçant par la cité maternelle pourvoyeuse, seul capable de satisfaire tous les besoins. Et le lieu donc de Maléville, cette espèce de grotte et cette ferme protégée donc par une falaise, eh bien c'est bien cette cité avec sa cave, ses réserves, sa maternité, et puis évidemment ces animaux qui ont été également protégés par ce lieu. Ensuite, finalement, Emmanuel est totalement athée.
Non, c'était le maire du village, donc voilà, il a des amis qui sont communistes. Enfin bon, donc on est complètement, si vous voulez, dans un contexte politique tout à fait normal, on va dire, en France. Sauf que là, Emmanuel se dit, il va falloir contrer l'immense désespoir donc de ses compagnons. Et pour contrer ce désespoir, eh bien, Emmanuel va se mettre à leur lire la Bible. Je cite le texte. Son oncle Samuel nous en avait toujours recommandé la lecture. Dans sa lettre posthume, que je savais par cœur, l'oncle m'avait recommandé de lire la Bible en ajoutant « Il ne faut pas t'arrêter aux mœurs, c'est la sagesse qui compte ». Alors, l'oncle, évidemment, d'Emmanuel est un protestant libéral anticonformiste et je dirais que Emmanuel va donc créer sa propre spiritualité autour de la lecture de la Bible, parce que la lecture de la Bible eh bien, va permettre d'apaiser les angoisses des survivants. Voilà. Et donc, pour Claude Gilbert Dubois, grand spécialiste donc bordelais de l'utopie, eh bien, le personnage donc d'Emmanuel conçoit la dimension religieuse comme une sorte de sel apporté à la terre, c'est-à-dire à la vie de tous les jours, et propose une lecture à finalité pédagogique destinée à exercer l'esprit critique de chacun et à animer des débats sur les textes proposés et jamais imposés. Face à l'utilisation de l'institution ecclésiastique comme instrument de pouvoir, il propose, et c'est ça, si vous voulez, la singularité, une culture de l'ordre social symbolique que constitue l'ensemble des croyances comme confort de l'ordre de la réalité sociale. Voilà. Et donc, bien sûr, le choix par Robert Merle, donc l'onomastique du nom du personnage, est symbolique parce que c'est un prénom qui le prédestine. Emmanuel, Emma en hébreu, signifie Dieu avec nous, et c'était le nom dans la Bible donc par lequel Isaïe, au chapitre 7, donc verset 14, désignait le Messie des Juifs. Avant l'événement, Emmanuel était la figure charismatique et aimée d'un groupe d'amis soudés. Le jour de l'explosion de la bombe, eh bien, Emmanuel donc se transforme en une sorte de messie survivaliste. Alors, deuxième exemple, où on a un petit peu un personnage finalement qui ressemble en fait à ce personnage-là. On a vraiment une communauté donc, dans la représentation. Eh bien, c'est Ravage de Barjavel. Alors, juste avant, pardon, quelques images. Tu peux y aller, quelques images donc des photogrammes que j'ai empruntés donc au film, à l'adaptation cinématographique de 1981. Et donc Emmanuel est joué par Michel Serrault. Il y a un très beau casting hein, pour ce film. Et donc Jacques Villeray aussi est le personnage de Momo. Un personnage un petit peu de simplet, extrêmement sympathique, très en lien avec les animaux survivants. Alors bon, à part la fin du film, hein, que je ne spoile pas, mais c'est quand même un magnifique film qui a été tourné dans les années 80, hein, donc qui suinte en quelque sorte la peur, bien sûr, du nucléaire. Je disais assez récemment dans une histoire des représentations de l'Apocalypse, je pensais ne jamais, on va dire, revenir sur ces représentations justement de la peur de l'apocalypse nucléaire. Et malheureusement, avec la guerre en Ukraine, eh bien, je pense qu'on va de nouveau avoir ce type de représentations qui vont renaître, soit dans la littérature, donc soit au cinéma. Alors, dans Ravage de Barjavel, donc, qui a été publié en 1943, le personnage de François Deschamps, alors je vous rappelle hein, très brièvement le contexte de Ravage. Dans Ravage, en fait, l'électricité, donc on est dans une société ultra technologique, automatisée, et très intéressante d'ailleurs à étudier parce que Barjavel a inventé quasiment des éléments technologiques qu'on va retrouver dans notre présent. Et donc, un jour, l'électricité, phénomène physique, nous dit Barjavel, disparaît et s'arrête. Et donc, on a une sorte de chute extrêmement brutale de cette société ultra technologique qui perd complètement ses repères. Et donc, dans cette, si vous voulez, dans cette fuite en avant des survivants, il y a énormément de morts. Eh bien, il y a un personnage qui se détache, qui s'appelle donc François Deschamps. Et François Deschamps, qui était ingénieur de formation, eh bien, va devenir emblématique d'une position donc anti-technologique par son charisme et son autorité. Alors, on a beaucoup dit que Ravage, j'en profite ici pour en parler un petit peu, mais on a beaucoup dit que Ravage, en fait, c'était un modèle de roman pétainiste, ce qui est totalement faux, parce que d'une part, Barjavel n'a jamais été antisémite.
enfin, il faudra qu'évidemment, si vous avez des questions après sur le sujet, on pourra en discuter. Il a été effectivement publié par De Noël, et c'est bien sûr De Noël qui va l'aider à publier ce premier roman donc de science-fiction. Mais en fait, ce personnage de François Deschamps, complètement anti-technologique, eh bien, il a été donc en fait plutôt modélisé sur le philosophe Lanza del Vasto, qui a servi finalement à Barjavel de prototype pour la création de ce personnage, mais aussi pour certains des thèmes de la philosophie promue donc par François. Alors, dans l'esprit en fait du peuple issu des survivants, le pouvoir d'un homme devient légitime quand il devient, à la suite du cataclysme, celui du sauveur, du chef et du guide suprême. Donc, évidemment, ça rappelle quand même un certain nombre d'idées concernant la dictature. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant par rapport évidemment à notre sujet, c'est que dans Ravage, le personnage de François reflète une justice quasi divine. Et Ravage opère une sorte de syncrétisme idéologique dont les principes sont les suivants. Ce à quoi finalement aspirent les survivants pénitents, eh bien, c'est le retour à la terre, le retour à un mode de vie où l'homme appréhende l'extérieur en prenant pleine conscience de la limite de ses sens et non pas en se fourvoyant dans l'artifice d'intermédiaires technologiques qu'il ne comprend pas et qui l'abusent. Tout doit être ramené à l'échelle humaine, comme par exemple l'illustre la possession donc des terres, puisque François promeut l'idée qu'il est défendu à un homme de posséder plus de terres qu'il n'en puisse faire le tour à pied du lever au coucher du soleil au plus long du jour de l'été. François Deschamps veut promouvoir une société où l'individu est la valeur première et avec lui la famille et le cercle amical. Barjavel nous dit, François a établi une religion fondée sur l'amour de Dieu, de la famille, de la vérité et le respect du voisin. Mais sans évidemment que dans cette société qui se reconstruit après l'Apocalypse, eh bien, on revienne quand même donc à une religion, à une église telle qu'elle était évidemment proposée. Voilà. Alors, je vais passer ensuite, je vois que l'heure tourne évidemment, je vais passer ensuite à ma troisième partie, le renouvellement du spirituel dans le dernier tiers du XXe siècle. Donc, Pierre Bordage et Maurice Dantec, Maurice Georges Dantec. Voilà. Alors, quelques idées quand même, parce que c'est important au XXe siècle de faire un point rapide sur le divorce assez sévère entre religion et spiritualité. Et je dirais que cette dichotomie, cette séparation, elle est sensible donc dans la fiction. Je vous cite, avant de parler de Pierre Bordage et de Dantec, tu peux passer, voilà. Je vous cite un roman, je ne sais pas si vous connaissez donc cet auteur qui est un académicien et qui a écrit un curieux roman en 1956 qui s'appelle Un saint au néon. Alors, et dans Un saint au néon, eh bien, on a en quelque sorte cette évolution extrême de la religion. Pourquoi ? Parce qu'au XXe siècle, nous dit Curtis, le syncrétisme des religions a abouti à une sorte de religion farce, ridicule et vidée de son sens par ses représentants, privée de pouvoir car gangrénée par des mouvements sectaires. Il y a dans ce roman le personnage du cardinal qui s'appelle Bug Callaghan, ministre d'État au Vatican, un Texan pragmatique qui boit de la vodka. Le pape Costia Ier est un gros homme en short, buste nu, qui soufflait comme un phoque mais avec rythme. Et lors de la grand-messe à la basilique Saint-Pierre, la narratrice du roman, qui s'appelle Mademoiselle Schwartz, est un petit peu surprise de voir dans les niches où étaient logées autrefois les statues des saints, des photographies en couleur, grandeur nature, représentant Staline, Roosevelt, Churchill, le docteur Schweitzer, Einstein, Alexander Fleming, Pavlov, Marie Curie, Le Corbusier, Rockefeller, Tolstoï, Gorky, Victor Hugo et tutti quanti. Voilà. Donc on est dans si vous voulez, dans ce roman qui montre bien, en quelque sorte, la séparation entre religion et spiritualité. Eh bien, l'Église est totalement, évidemment, satirique, donc caricaturée. Et le personnage, en fait, du roman, c'est un saint laïc, un professeur, qui en fait décide de consacrer sa vie à une œuvre humanitaire. Et donc en fait, si vous voulez, la figure de la sainteté se déplace dès lors de l'Église à une figure donc humanitaire, de l'humanitaire. Et donc ça veut dire que le spirituel, dans cette représentation, eh bien, change alors donc de dimension. Voilà. Et donc la deuxième idée que je
que je voulais en fait vous apporter par rapport à ceci, c'est que si vous voulez, je pense que le XXe siècle, toute l'histoire du XXe siècle, eh bien, entre par exemple la loi de séparation en France entre l'Église et l'État, l'idéologie marxiste qui va quand même complètement bouleverser le rapport des individus à la religion et à la croyance, évidemment, au XXe siècle, et puis ensuite, évidemment, la chute du communisme qui va encore une fois restructurer en fait ce lien donc à la croyance, l'Église qui revient par exemple donc en Russie. Eh bien tout ceci, je passe un petit peu vite, eh bien à travers ces mentalités, à travers donc ces représentations littéraires, on va pouvoir parler. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un spécialiste américain qui s'appelle Dennis Jeffrey. On va essayer de retrouver, si vous voulez, des formes spirituelles et une religion à l'époque de la postmodernité. En fait, si vous voulez, la religion ou la spiritualité ne disparaît pas, mais elle trouve des expressions diverses d'une culture ou d'une sous-culture à un autre. En fait, pour Jeffrey, la postmodernité est désormais le temps de la recomposition d'un religieux plus intime et personnel, l'ère d'une nouvelle religiosité. Et c'est à partir, si vous voulez, de cette idée que l'on va pouvoir donc étudier les romans donc de Pierre Bordage et de Dantec et de Maurice Dantec. Voilà. Alors, si vous voulez, chez Pierre Bordage et chez Dantec, en fait, on se retrouve encore une fois, c'est pratique, dans le contexte du post-apocalyptique ou dans une société, c'est le cas par exemple de l'Évangile du serpent, qui est en train de s'effondrer. Voilà. Chez Dantec, c'est exactement la même chose. On n'est pas complètement dans l'apocalypse, mais on est dans une pré-apocalypse, et donc dans cette espèce de friche sociétale où tout va se reconstruire. C'est là, si vous voulez, que va se situer les nouvelles formes en fait de la spiritualité. Et donc, le mysticisme, je dirais, et le sacré tiennent vraiment une place essentielle, structurelle et structurante dans la narration de ce que Pierre Bordage a appelé la trilogie des prophéties. Donc, ces 3 romans, l'Évangile du serpent, l'Ange de l'abîme et les Chemins de Damas, qui ont été écrits donc à la fin des années 90, mais également dans le diptyque Cosmos Incorporated ou Grande Jonction de Dantec. En fait, Pierre Bordage est un chrétien convaincu, mais c'est une personnalité. Alors, c'est lié, si vous voulez, à leurs 2 personnalités. Pierre Bordage, c'est quelqu'un qui a quand même qui a intégré le petit séminaire. Donc, c'était un chrétien convaincu, vendéen, donc vous voyez, très ancré en fait bien sûr, dans la culture catholique. Et puis, un petit peu, je pense, comme un cheval qu'on a trop forcé, eh bien, le mort va se libérer, et puis c'est quelqu'un qui va complètement quitter en fait cette sphère-là et s'intéresser notamment à de nouvelles formes de spiritualité, comme par exemple l'hindouisme. Il va faire de nombreux voyages en Inde, il va lire en fait tous les grands mystiques indiens, et donc ces lectures et cette nouvelle forme de spiritualité vont littéralement en fait baigner les sources de son œuvre et vont, je dirais, enrichir une sorte de syncrétisme en fait, donc à l'abordage. Dantec est un chrétien, alors chrétien convaincu chez Pierre Bordage, chrétien fervent chez Maurice Dantec. C'est étonnant quand même, hein, chez des auteurs de science-fiction, puisque Dantec s'est fait baptiser en 2004 suite à la lecture de Saint Augustin et de Saint Thomas d'Aquin. Et il va remettre en usage les écrits du théologien du XIIIe siècle, John Duns Scott, annonciateur selon lui de la loi du monisme de Leibniz et s'opposant à la conception numérique de la logique aristotélicienne. Voilà. Donc en fait, les 2 auteurs, voyez, sont déjà des écrivains qui vont quand même nous proposer une vision tout à fait singulière en fait de cette nouvelle spiritualité. Alors, je vais aller très vite parce que je vois quand même le temps qui passe. Il me reste combien de temps là? On a commencé à quelle heure? Bon, ok, merci. Je vais me dépêcher. Voilà, on fait comme ça. C'est vraiment, ce sont des œuvres qui sont vraiment extrêmement riches. Alors, je vais commencer par celui en fait de Dantec, si tu peux passer le, voilà. Hop. Voilà, les 2 romans donc, de Maurice Dantec qui vont évoquer cette nouvelle spiritualité. Alors, je dirais que le diptyque de Dantec, c'est vraiment ce qu'on appelle un livre-univers en science-fiction qui se définit par sa propre cohérence narrative, descriptive et conceptuelle. Dantec se définit lui-même
comme un catholique futuriste qui écrit des romans comme un western cyberpunk afin d'incarner sa foi et son espérance. Son personnage principal s'appelle Gabriel Link de Nova, qui est un héros christique, porteur de l'espérance utopique et religieuse, et qui se découvre, alors c'est ça l'originalité de Dantec, qui se découvre des pouvoirs mystiques, dont celui de communiquer avec l'entité divine dont il est issu, à travers les fréquences produites par une guitare électrique. Et donc, le projet de Dantec, c'est de relier ontologiquement les codes esthétiques du rock à un code divin qui permet à Dantec de créer une utopie religieuse personnelle, dépasser l'âge de la machine, détruire l'humanité dépendante de la technologie par une apocalypse machinique, par un dieu décréant l'homme pour le recréer en dépassant le phénomène de la mort, car la structure luminique de l'homme passait sur un tout autre plan quantique. Et donc, Grand Jonction, eh bien, c'est un roman qui va réaliser ce que j'ai appelé l'utopie religieuse donc, de Dantec. Alors, chez Pierre Bordage, eh bien, Pierre nous dit « Je m'intéresse plus particulièrement à la religion chrétienne parce que je suis chrétien. J'essaie de trouver le chemin avec mes personnages d'une spiritualité libre, dégagée de toute structure hiérarchique, à mon sens, indispensable à l'être humain. Je suis intéressé par la vision non dualiste, où Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, n'est pas séparé de ses créatures, mais présent dans chacune, reflet donc de chacune. » Et donc, en fait, Pierre Bordage nous propose, je dis Pierre parce que c'est un ami, et puis il devait venir donc évidemment à ce colloque, il n'a pas pu. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de parler de son œuvre. La proposition en fait utopique de Pierre Bordage, différente donc de celle de Dantec, eh bien, elle va trouver son origine dans le nomadisme qu'il considère comme la seule alternative à la société de consommation. Le message christique, invitant ses fidèles à ne plus se soucier du bien matériel de la possession, à compter sur la nature pour subvenir à leurs besoins, se trouve modernisé dans l'évangile du serpent, les chemins de Damas et dans les derniers hommes. Donc, tu peux passer, c'est après ça, c'est le dernier roman que je voulais évoquer. Les fidèles du Christ de l'Aubrac, donc nouveau personnage de l'évangile du serpent, l'avatar littéraire et moderne du Christ créé par Bordage, refuse le système capitaliste, se remet à vivre plus ou moins nu et délaisse les possessions matérielles, donc pour suivre évidemment ce Christ, mettant ainsi à mal le dogme dominant qui est le matérialisme de consommation de nos sociétés. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour Bordage parce que sinon, ça va être un petit peu trop long et je vais terminer par Serge Lehmann. Vous voyez, donc à chaque fois, en fait, on a des romanciers qui font une proposition de spiritualité ou de syncrétisme religieux complètement donc singulière et qui a tendance quand même à se dégager complètement de la dimension donc machinique, technologique en fait des sociétés contemporaines. Alors, je termine par donc un propos sur Serge Lehmann, pour essayer de vous parler de son esthétique métaphysique, donc comme expérience du sacré, dans un roman qui s'appelle, enfin un roman, c'est pas tout à fait un roman, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Le Livre des Ombres, mais que Serge a conçu comme ce qu'on appelle un fix-up polymorphe. Et donc, un fix-up, c'est une forme assez ancienne donc dans la science-fiction qui date en fait des années 40 aux États-Unis, où les auteurs n'ayant pas en fait de support éditorial, enfin, ils avaient un support éditorial, mais il n'y avait pas de collection donc chez les éditeurs, eh bien, ils écrivaient des nouvelles qui faisaient paraître dans les pulps. À partir des années 50, il y a des collections qui se créent, et donc de grands écrivains, alors notamment, je citerai par exemple Bradbury pour ses chroniques martiennes ou Simak pour Demain les chiens, eh bien en fait, ils vont coller leurs nouvelles les unes aux autres pour en faire un roman. Et donc, ils vont créer une sorte de paratexte, c'est-à-dire pour combler les blancs entre les histoires racontées donc, dans leurs différentes nouvelles, eh bien, ils vont en écrire d'autres ou ils vont écrire un texte qui va permettre donc, de relier ces nouvelles pour donner un sens et créer ainsi un roman qu'on appelle un fix-up. Et donc, c'est exactement ce qu'a fait Serge, qui connaît extrêmement bien, bien sûr, l'histoire donc de la science-fiction américaine. Et donc, ce projet du Livre des Ombres en 2005, vous avez bien compris qu'il va intervenir juste après son espèce de descente infernale dans le sens dont il nous a parlé évidemment hier de manière très émouvante.
Voilà. Et donc, dans ce recueil donc, du livre des ombres, eh bien, on va voir qu'il y a un lien très fort entre différentes donc, focalisations. Voilà. Alors, en fait, on a dans le livre des ombres une sorte de récit cosmogonique et on a une sorte d'histoire du futur. Et donc, le projet, si vous voulez, métaphysique de Serge Lehmann, en fait, c'est de faire une sorte de cheminement à travers ces nouvelles pour nous montrer que la cosmogonie de départ, c'est-à-dire cette espèce de regard très plongeant qu'on peut avoir dans la création de l'univers et dans la métaphysique, eh bien, peut être relié à chaque individu sur la Terre. C'est-à-dire que chaque individu est porteur en lui-même d'une métaphysique capable en fait de le relier ontologiquement à une sorte de grand tout et à une sorte de grand sens qui éclairerait le monde. Vous voyez, c'est l'autre jour ce qu'il nous a expliqué, c'est très exactement ça. Et c'est vraiment, si vous voulez, ce qu'il fait dans justement le livre des ombres. Voilà. Et donc, je rappelle que la figure essentielle de l'œuvre lémanienne, c'est donc ce processeur d'histoire qui relie métaphysique et ou physique à la création littéraire. C'est une façon pour lui de trouver un principe d'écriture qui soit intemporel, ancré dans un seul inculte, quelque chose de primordial. Je le cite, l'intemporel, l'inculte, le primordial, ce sont des figures du chaos. Le processeur d'histoire est né comme ça pour enfermer le chaos dans une forme et le canaliser. C'est une sorte donc d'image écran. Voilà. Et je termine simplement en vous disant que donc le récit cosmogonique initial dans le livre des ombres prend des allures de récit collectif, très important le récit collectif pour Serge, tout en ne négligeant jamais les effets de ces combats de géants sur les individus. Il y a donc une sorte de tension dialectique entre les focalisations de l'œuvre qui donne une cohérence au fix-up recueil de nouvelles qui se transforme au fil de la lecture en roman véritable. Donc en fait, il y a une double dimension, si vous voulez, dans le livre des ombres. Il y a non seulement une visée esthétique, littéraire, c'est-à-dire essayer en fait de créer un roman, et en même temps, il y a une recherche finalement sur sa propre création et son propre lien entre création littéraire donc, et métaphysique. Le matériau mythique de départ, consacré à la première naissance de l'univers sous la forme de l'avatar, c'est la première nouvelle, la maison de l'avatar, se diffuse dans le recueil ou le roman sous la forme d'apparitions proprement fantastiques aux yeux des personnages humains. L'avatar, être cosmogonique, s'incarne alors dans le peuple des Iphis, en lutte contre les autres pour exister, qui eux-mêmes se métamorphosent en un empire galactique dictatorial. Dans l'apothéose, la nouvelle L'apothéose du punisseur, Jeddah le punisseur ressemble à une gigantesque étoile de mer grise dont les bras s'enroulent autour de la planète LOL pour la détruire. Dans Captotron, des IA assistent à l'éveil fantastique de l'intelligence humaine, avec notamment un clin d'œil de Jess qui illustre le roman à 2001 Odyssée de l'espace. Dans l'inversion de Polyphène, un groupe d'adolescents découvre l'existence d'un passage vers une autre dimension qu'ils sont capables d'imaginer, mais incapables de comprendre, d'où la nature magique de cette découverte à leurs yeux. Et Serge nous a bien parlé de magie donc l'autre jour. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, plus on avance dans les nouvelles et plus on passe avec des liens extrêmement forts entre donc l'avatar, une espèce d'entité divine cosmogonique qui va petit à petit, eh bien, par petites touches, apparaître aux yeux des humains que nous sommes et descendre finalement à l'échelle humaine. Donc on a un transfert, si vous voulez, du sens entre l'échelle cosmogonique et donc l'échelle humaine. Voilà. Et donc, je dirais que c'est un livre, je termine là-dessus, c'est un livre de la frontière tendue entre la dimension interne à l'œuvre globale de Serge Lehmann et un questionnement externe sur le genre de la science-fiction. Et donc, le livre des ombres possède une structure en spirale plongeant au cœur de la création d'un écrivain, au cœur de l'hybridité d'un genre complexe qui joue avec ses propres codes et tente de se définir avec sa propre autoréférentialité. Voilà, ça c'est une des, si vous voulez, un des codes finalement de la science-fiction pour comprendre. Et j'espère que ce sera ma conclusion, vous avez compris depuis le début qu'en fait, à travers cette notion de nouvelle spiritualité, on tend en fait des fils pour bien comprendre que ces auteurs, même avec leur vision singulière, eh bien, arrivent finalement à créer du sens par rapport à un corpus de la fin du 19e, donc à la fin du 20e siècle. Voilà, je vous remercie.
Merci infiniment pour cette présentation très substantielle. Je pense que les questions ne vont peut-être pas manquer. On va passer tout de suite en une dizaine de minutes. Alexandre Moati, puis après Fabrice Chemla. Merci beaucoup. Peut-être une question sur un sujet qui me travaille depuis longtemps, mais alors peut-être vous là. Je ne parle pas des deux auteurs vivants encore, je parle des auteurs décédés que vous avez cités. 5. À part Zola, 4 d'entre eux, Flammarion, Barjavel, Merle, Dantec, ils ont une petite particularité, c'est des opinions politiques assez, je dirais, conservatrices, réactionnaires, et je ne porte pas de jugement de valeur là. Voilà. Donc, bon, vous avez parlé de Barjavel, il n'est pas antisémite, on pourrait le qualifier de maréchal. Enfin bon, ça c'est à discuter. Ma question n'est pas que vous infirmiez ou que vous confirmiez ça. Ma question, elle est, peut-on étudier leur œuvre, ce que vous faites, vous avez consacré toute votre œuvre, indépendamment de cela, quoi. Ah non, mais Oui. pas du tout, Alexandre. Enfin, là, j'ai Non, non, focalisé sur… c'est pas une question piège au sens où vous Non, l'avez pas dit. C'est vraiment comme vous vivez avec ouais. ces auteurs-là. Comment ça se traduit dans votre analyse, enfin, comment vous intégrez ça dans votre analyse? C'était plus sur la Ouais. méthode, voilà. Excusez-moi, c'est pas du tout une Non, question mais piège. pas du tout. Alors, deux réponses. La première, c'est que là, je me suis focalisée effectivement sur la dimension plutôt de cette nouvelle spiritualité ou les nouvelles formes de la spiritualité dans leurs œuvres. Mais il est évident pour moi que, notamment en France, on ne peut absolument pas faire abstraction de la politique. C'est-à-dire que je ne sais plus quel journaliste avait dit en m'interviewant, où je lui avais répondu qu'en fait la science-fiction française était politique. C'est-à-dire qu'elle est traversée vraiment par des lignes de force politiques, des lignes de faille politiques. Et ça, c'est pour la première raison. Donc, impossible, évidemment, de passer à travers ça. Et quand vous regardez, par exemple, la science-fiction donc des années 70, située donc vraiment à l'extrême gauche et on va dire, se singularisant, s'opposant donc aux auteurs du Fleuve Noir, qui étaient plutôt considérés, on va dire, à droite, pas à l'extrême droite, mais donc à droite. Quand on voit évidemment ce que Barjavel peut encore susciter comme réaction, et Dieu sait si, pourtant, j'ai essayé de faire des conférences, j'ai fait des articles pour… aujourd'hui, si vous voulez, la collaboration, c'est pas tout blanc ou tout noir. Aujourd'hui, on a, si vous voulez, des historiens qui ont travaillé sur Barjavel, c'était une collaboration opportuniste. Et on parle beaucoup, par exemple, de Noël, mais de Noël a donné 1 million de francs aux nazis pour éviter que sa maison d'édition ne soit arianisée. De Noël, alors c'est toujours des gens dans les années 30, vous savez, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est des gens il va être l'éditeur de Céline, mais aussi de Lucien Rebatté. Voilà. Et aussi l'éditeur de Barjavel. Mais entre Rebatté et Barjavel, mis à part le fait qu'ils étaient de la même région, il y a, je veux dire, la production littéraire n'a strictement rien à voir l'une avec l'autre. Hein, entre Décombres de Rebatté, qui est je dirais, qui est un ouvrage antisémite, voilà, très fort pour cette époque. Et bon, Barjavel n'a jamais écrit ça. Enfin, vous voyez, donc il faut vraiment replacer. Et ma méthodologie, c'est celle en fait d'une historienne de la littérature, c'est-à-dire que je replace toujours dans le contexte, et il faut vraiment chercher des sources pour ne pas se contenter, si vous voulez, d'une vision, on va dire, un petit peu superficielle des choses. Voilà. Et c'est intéressant de choisir et de montrer justement qu'il y a un panorama politique en France, que vous avez des auteurs qui sont tout à fait intéressants. Je me suis posé la question, par exemple, sur Léon Daudet. J'ai étudié les morticoles. Alors, très étonnant d'ailleurs, qui n'avait jamais été étudié par aucun littéraire, mais par des médecins, puisque c'était quelqu'un qui a raté, qui a arrêté à la 5e année donc, de médecine, fils d'Alphonse Daudet. Et donc, Léon Daudet, c'est quelqu'un qui a fréquenté évidemment Maurras, qui était aux sources, bien sûr, je dirais, du mouvement donc de l'Action française. Voilà, quand vous étudiez la littérature et quand vous montez un corpus, qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire que vous allez finalement évacuer de votre corpus les auteurs qui ne correspondent pas forcément à votre, à votre position politique. Non, mais c'est intéressant parce qu'on est au cœur quand même, je pense, de la question aujourd'hui de peut-on séparer l'homme de l'artiste? Voilà, ça, ce sont, je pense, des questions qui sont absolument fondamentales.
Après, je dirais que ce sont des questions très contemporaines. On n'a pas de retour historique. Quand on travaille d'un point de vue historique sur des auteurs, c'est un peu plus facile parce qu'on a quand même des documents et on a la possibilité de porter un jugement qui est plus facile, je dirais, ou d'essayer d'analyser le contexte de manière plus facile que dans le présent, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon. Oui, merci Natacha, Oui, c'était vraiment très intéressant. J'ai une question en t'écoutant et en voyant les exemples que tu as choisis, j'ai vu des messies, ce sont tous des hommes. Ah, oui. Alors, ma question, c'est pas forcément, c'est pas une question sur le genre, enfin sur la politique du genre, c'est pas ça. C'est les messies sont effectivement ces figures eschatologiques sont forcément tout le temps, je crois, des figures masculines. Est-ce qu'il a été déjà étudié justement la problématique du genre sur ce genre de figure-là, l'opposition entre une figure finale qui serait le messie masculin et la grande-mère qui est une figure du commencement et qui est une figure féminine. Est-ce que ça a déjà été regardé ou est-ce que en fait ça coule tellement de sources qu'on ne retourne pas sur ces archétypes? Alors, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est une étude des représentations sur un corpus qui serait un corpus d'écrivaines et de personnages féminins. Alors, j'ai commencé à le faire. En fait, j'avais fait un article sur les utopies féminines et féministes donc de la science-fiction, en travaillant sur Elisabeth von Harburg, Le Guin, par exemple, et Joël Vintrebert. Mais on n'a pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, là, la figure qui émerge de l'Apocalypse, c'est un homme. Voilà, il n'y a pas de femme. La femme, tout simplement parce que la femme, par exemple, chez Barjavel, elle a quand même un rôle complètement rétrograde, conservateur. Voilà, il met en place la polygamie, etc. Voilà, donc ça, c'est bon, mais ça correspond à son époque aussi. Alors, intéressant chez Merle parce que chez Robert Merle, nous avons. Alors, si, tiens, ça me fait penser, si, j'ai une réponse à ta question. Chez Robert Merle, par exemple, dans Maléville, eh bien, dans le groupe, il n'y a qu'une vieille femme. Et donc, très vite se pose la question de la survie. Ben, évidemment, elle ne sera plus jamais féconde. Donc, ils vont chercher des femmes. Et dans Maléville, les femmes survivantes vont être véritablement un enjeu de pouvoir absolu. Voilà. Et donc là, mais les femmes ne dirigent pas, en quelque sorte. Elles sont toujours éminence grise, mais elles ne dirigent pas. Par contre, plus intéressant, dans Les hommes protégés, toujours du même Merle, en 1974. Puisque là, alors en plus, on est dans la littérature pandémique. Et en 1974, donc, il y a un virus qui s'appelle l'encéphalite 13, qui fait mourir tous les hommes. Et donc, le monde se retrouve avec uniquement des femmes. Et là, eh bien, les femmes prennent le pouvoir, mais ne sont pas du tout considérées comme un messie, mais elles prennent le pouvoir de manière dictatoriale. Voilà. Donc, je pense que ce serait intéressant, mais il faudrait chercher, il faudrait analyser de manière plus précise. Il y aurait par exemple les ouvrages de Françoise Daubonne, avec les bergères de l'Apocalypse, où là, il y a une guerre entre hommes-femmes, et ce sont les femmes qui gagnent et les hommes qui sont détruits. Mais on n'est pas en fait dans cette figure du Messie. Voilà. Alors peut-être par rapport à l'époque aussi, on va peut-être voir apparaître maintenant des femmes qui vont prendre le pouvoir. Mais enfin, je veux dire, je pense que tant qu'il n'y a pas une évolution du religieux, notamment peut-être dans la religion catholique, eh bien les images de Messie resteront pour l'instant des femmes. Voilà. Des hommes, pardon. Donc oui, c'est un beau lapsus. Oui, j'y pensais, ouais, je me projetais dans le futur. Et moi, je pense que la représentation, de toute façon, elle évolue en fonction de la réalité, donc bien évidemment du réel et des structures du réel. Voilà. Oui. Oui. Alors, pardon, c'est votre prénom, c'est voilà, Kevin parlait effectivement dans les nouvelles dystopies où il y a l'émergence. Ben oui, bien sûr, la représentation là, elle est en train d'évoluer. Elle est plastique, évidemment, selon le contexte. Et donc, dans ces nouvelles dystopies et donc dans cette vague de romans young adults, eh bien, c'est complètement, en fait, ça devient des héroïnes qui vont sauver le monde. Mais là, on se situe peut-être plus sur un plan politique
que sur un plan, vous voyez, messianique. Mais peut-être que, je pense que, bien sûr, ça va certainement arriver. Et puis, vous savez, dans l'histoire des civilisations, chez les Celtes, il y avait une déesse mère, et c'était les femmes qui étaient les grandes prêtresses de la religion celtique, et pas les hommes. Donc, évolution, évidemment, à travers les siècles. Une question de Denis Pelletier, puis de Hugo, puis après on prendra une pause. Okay. Merci pour votre exposé. En écho à la première question qui vous a été posée tout à l'heure sur le rapport à la politique et à l'extrême droite, pour prendre la chose autrement, oui, Barjavel, le roman de Barjavel est indiscutablement un roman révolution nationale, il n'y a aucun doute là-dessus. Vraiment aucun doute. Ça ne veut pas dire qu'il est antisémite, ça veut dire on voit dans quel contexte, ce qu'il dit dans le contexte dans lequel il est. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un jugement c'est un enjeu de contextualisation en quelque sorte. Hein. Bon, voilà. Mais je trouve qu'il y a est-ce qu'il vous arrive, d'analyser cette tradition littéraire de science-fiction française dans un cadre plus large d'histoire de la littérature française contemporaine, oui, bien sûr. avec ce vrai enjeu, cette vraie question qui court dans l'histoire littéraire, c'est-à-dire, est-ce que la modernité littéraire française est de droite ? Est-ce que la modernité littéraire française est de droite, dans la mesure où je pense à tout ce qu'écrit Olivier Compagnon sur la tradition littéraire antimoderne qui va de Demestre à Philippe Muret. Je pense à ce que fait, alors ça c'est une référence d'historien aux travaux de Sternel sur les anti-lumières, sur la tradition des anti-lumières, et sur cette manière dont la critique de la modernité qui est portée par toute une partie de la littérature, cette critique de la modernité est forcément une critique des Lumières, donc s'inscrit en quelque sorte, forcément, vous voyez ce que je veux dire, oui, s'inscrit en quelque sorte structurellement dans une certaine tradition anti-moderne qui se retrouve à droite. Alors, pour en revenir, si vous voulez, à la science-fiction, moi, mes lignes de force, c'était qu'en fait, quand j'ai travaillé, je suis partie du 19e siècle, et quand on travaille sur la littérature utopique, on est obligé toujours de regarder dans le rétroviseur et de travailler sur le contexte du siècle précédent ou des 50 années précédentes. Alors ça, c'est un premier point. Donc ça veut dire que si vous tirez un fil ou une veine littéraire entre donc littérature utopique, littérature plus générale, on va dire, et puis petit à petit qui va intégrer la science-fiction ou s'intégrer en fait dans la science-fiction au XXe siècle, eh bien, on peut voir déjà qu'il y a cette ligne de faille dont vous parlez, ou ces deux perspectives donc politiques dont vous parlez, on va les retrouver effectivement dans la science-fiction. Et il y a toujours eu dans la science-fiction française, je dirais, ces deux lignes qui sont en parallèle en fait. C'est-à-dire que lorsque vous allez, alors il va y avoir effectivement on va dire des contextes un peu majoritaires, comme c'est le cas d'ailleurs dans la littérature blanche, dans la littérature mainstream. Dans les années 70, on est beaucoup plus sur une littérature très engagée dans la science-fiction, qui va d'ailleurs rejeter complètement certains modèles comme celui de Jules Verne, qui est considéré comme un auteur bourgeois, non révolutionnaire, alors qui est moderne et à la fois est anti-moderne, effectivement. C'est Bernard Blanc, par exemple, qui écrit pourquoi et comment j'ai tué Jules Verne. Et puis après, vous allez avoir donc une sorte de réaction beaucoup plus tardive, mais il y a toujours dans la science-fiction française des positions politiques à l'extrême gauche. Et puis vous allez avoir des auteurs, comme par exemple Dantec, qui s'est exilé parce qu'il a eu des positions, il était contre l'islam, vous voyez, il avait des positions quand même très, très fortes, et quand même avec des discours plutôt sur la fin relativement délirants. Vous voyez, on a vraiment je dirais ces deux lignes-là, je ne peux pas en parler aujourd'hui évidemment, mais j'ai vraiment, à chaque fois que j'essaie d'étudier l'ensemble de ces corpus, on va retrouver ces deux lignes de force. Est-ce que par exemple un auteur comme Houellebecq,
on peut le considérer comme un auteur de science-fiction. Moi, je dis oui, mais c'est un autre problème, c'est un autre débat, puisqu'on a beaucoup, si vous voulez, d'écrivains de littérature blanche qui écrivent de la science-fiction et qui sont publiés chez des éditeurs de blanche. Le cas, évidemment, le plus récent, c'est quand même le Goncourt donc de Letellier avec l'Anomalie. L'Anomalie est un roman de science-fiction sur les mondes parallèles, les doubles, etc. Voilà, mais il ne le dit pas parce que ça ne se vend pas. Et donc, ces auteurs-là, est-ce que ce sont des auteurs qu'on peut considérer? Est-ce que Houellebecq est un anti-moderne? Voilà. Ouais. Absolument, absolument. Ah oui, 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 tout à fait. Et je vous dis, c'est deux lignes. J'ai parlé de Léon Daudet, par exemple, parce que Daudet, on était dans les années 30, cristallisé en fait sur lui quand même une formation politique qui, certes, était plutôt à l'extrême droite, mais qui existait quand même au sein de l'Assemblée. Et en même temps, d'un point de vue littéraire, c'était une science-fiction on va dire un peu plutôt dystopique d'ailleurs que science-fiction, mais complètement grand guignolesque, caricatural, etc., qui correspond complètement à ce mouvement-là d'antimodernisme dont vous parliez. Vous voyez, et c'est des figures comme ça que l'on retrouve tout au long du parcours historique en fait de la science-fiction et de la littérature utopique, et très très clairement en parallèle avec bien sûr la littérature blanche, absolument. Merci beaucoup. Je crois qu'on va. Hugo a dit qu'il gardait la question pour cet après-midi. On va prendre 10 minutes de pause. On reprend à -10. Voilà, merci. Merci. Infiniment.